Bonjour à tous. On va commencer aujourd'hui. Nous, on va parler des freins liés à la transition écologique. Je suis avec Mélusine Boonfaller. Mélusine, est-ce que tu peux te présenter ton parcours, sachant qu'il est un peu original, je crois. Tout à fait. Donc bonjour à tous, je m'appelle Mélusine Boonfaller et aujourd'hui je suis chercheuse et professeure en sciences cognitives à Sciences Po Paris. Et mon travail porte sur la transition écologique et les inégalités sociales. Sauf que avant de faire ça, eh bien moi, mon premier emploi, mon premier métier, eh bien, c'était de travailler dans un fonds d'investissement dans l'industrie fossile. Et donc, j'ai pu vraiment voir d'un côté du spectre jusqu'à l'autre, donc les énergies fossiles, comment est-ce qu'on investit dedans aux États-Unis, dans le contexte du shale, du gaz de schiste et du pétrole de schiste américain. Et aujourd'hui, voilà, je travaille pour essayer de comprendre quels sont les freins à la transition écologique. Pourquoi est-ce que malgré une prise de conscience généralisée des enjeux de la transition, pourquoi est-ce qu'on ne passe pas à l'action? Pourquoi est-ce que ce n'est pas suffisant? Ok, merci. Alors en ce moment, ici, on est en compagnie de Coq Vert, d'entreprises de la communauté. On est plutôt en compagnie d'entreprises engagées. Mais le contexte économique en ce moment n'est pas forcément évident pour tout le monde pour se lancer, avant de se lancer là-dessus. Toi, tu travailles sur les biais cognitifs, tu travailles sur les freins. Qu'est-ce que tu identifies par rapport à ce contexte? Qu'est-ce que ça génère chez les entreprises selon toi? Oui, alors je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a évidemment le contexte économique, donc quels sont les retours sur investissement qu'on peut avoir lorsqu'on s'engage pour la transition. Mais il y a aussi l'incertitude, le contexte plutôt politique ou même géopolitique aujourd'hui, où on peut se poser la question de, voilà, est-ce qu'on va être soutenu sur le long terme lorsqu'on s'engage? Est-ce que ça vaut la peine de prendre un risque? Et ce qu'on sait en sciences cognitives, c'est deux choses. Tout d'abord, le rapport au temps. Plus les bénéfices sont lointains dans le temps, eh bien, moins on est motivé pour s'engager, parce qu'évidemment, on va préférer des choses plus immédiates. Et évidemment, dans les choses plus immédiates qu'on peut faire, eh bien, ce n'est pas toujours des solutions écologiques. Et donc, il faut trouver des solutions pour néanmoins motiver les individus, que ce soit des entrepreneurs, les employés, etc., à s'engager sur des choses de long terme. En rendant plus visibles ces gains sur le long terme, en rendant plus visibles les coûts immédiats de ne pas s'engager. Donc ça, c'est sur le rapport au temps. Ensuite, il y a le rapport au risque. Et plus on est dans un monde qui est instable, imprédictible, eh bien, moins on va vouloir soi-même prendre des risques sur le long terme. Et donc, si on est dans un environnement où on change régulièrement de régulation, on a la CSRD et puis on n'a plus trop la CSRD. Et bien parler, je pense. Voilà, ça crée de l'incertitude qui est plus difficile à gérer. Et donc, dans ce contexte-là, il faut essayer de quand même apporter de la stabilité, essayer de quand même garder des lignes directives claires, avoir confiance dans le futur et se dire, voilà, surtout en tant que dirigeant d'entreprise, en tant que leader, se dire, eh bien non, on garde le cap, on ne l'ouvre pas, ce qui va permettre de garder la motivation, de garder cette envie de s'engager sur le long terme. Un autre schéma aussi qu'on évoquait, c'est vrai qu'il y a quelques années, nous, le plan climat, on l'a lancé en 2020 chez BPI France. On sentait que la dynamique était positive, ça devenait de plus en plus facile. Et puis bon, là, depuis fin 2024, il y a aussi un contexte où les gens prennent un peu plus la parole pour critiquer le climat. Je crois que les normes sociales, la norme sociale dominante, quand on avait échangé ensemble, tu m'avais évoqué ce point-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait. Donc, un des facteurs qui est déterminant pour l'engagement pour la transition écologique, c'est la dimension sociale. On veut bien agir, mais si on n'est pas le seul à le faire. Et évidemment, parce que lorsqu'on agit, eh bien, le coût, il est personnel, il est individuel, c'est nous qui nous investissons dedans, mais le bénéfice, il est partagé. Tout le monde peut profiter d'avoir une planète en meilleure santé. Et donc, si on est les seuls à avoir les coûts alors que tout le monde partage les bénéfices, eh bien, c'est très démotivant. Et donc, c'est important d'avoir la sensation qu'on n'est pas le seul à s'engager, qu'on fait partie d'un mouvement, d'une dynamique. Et donc, aujourd'hui, dans un contexte où il y a plus de gens qui s'expriment contre la transition, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont tellement plus nombreux qu'avant, c'est juste qu'ils sont plus vocales. Et c'est aussi normal parce que quand ça commence à vraiment faire mal, quand on commence à vraiment changer les investissements, interdire certaines pratiques, eh bien c'est normal que ceux qui sont contre se fassent plus entendre. Évidemment, on se plaint plus quand ça fait mal que quand il n'y a pas de changement. Mais donc, qu'est-ce que ça crée d'avoir plus de gens qui s'expriment là-dessus? Eh bien, malheureusement, ça peut créer un sentiment
de découragement, de démotivation pour le reste, parce que tout d'un coup, on a l'impression qu'on est les seuls à agir. Une minorité très vocale de gens qui sont contre, eh bien, peut démotiver la majorité qui sont pour, parce que ça, et c'est essentiel de se le rappeler, c'est quand même une majorité de personnes qui sont en faveur de la transition écologique, qui sont très concernées par les enjeux, et même évidemment ici au sein des entrepreneurs, cette majorité, elle est très visible, mais elle s'inscrit dans l'ensemble des secteurs en France, dans l'ensemble des couches sociales, sur l'ensemble du territoire. Oui, effectivement, c'est pas forcément parce que c'est eux qui parlent le plus en ce moment que ça représente l'avis de la majorité, néanmoins, sur ces sujets. Ouais. Exactement. Mais bon, psychologiquement, c'est dur à se dire parce qu'il suffit de quelques personnes qui ne coopèrent pas pour que toute notre confiance s'effrite et qu'on se dise « Ah, j'ai la preuve que les gens ne s'engagent pas, donc ça ne vaut plus la peine de s'engager ». Et donc, il faut vraiment lutter contre cette tendance qu'on a à se dire « Bon, ben, si les autres ne font rien, je ne fais rien ». Et se rappeler constamment que non, on est quand même dans la majorité, qu'il y a quand même une grande partie de gens qui s'engagent et qui vont vers plus d'écologie. Évoquait le fait de moi je veux pas m'engager parce que l'autre s'engage pas. Ça, c'est effectivement un retour qu'on a souvent quand on fait des fresques du climat ou quand des entreprises ont un peu de mal à se lancer. C'est vrai qu'elles nous disent oui mais bon, la compétitivité avec les Chinois, les Américains, c'est dur, et c'est vrai que c'est dur. Néanmoins, on rappelle régulièrement, nous, le triangle de l'inaction, le fait de dire qu'en tant qu'entreprise, on est citoyen, on est chef d'entreprise, et puis on est aussi en lien avec l'État. Comment tu vois ce triangle-là? Comment tu le ressens de ton côté? S'engager en politique, s'engager dans son écosystème, Effectivement, alors donc ce fameux triangle de l'inaction où tout le monde se renvoie la balle entre citoyens, entreprises et gouvernement, où c'est la faute de chacun qu'on n'agisse pas, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Et donc moi là-dessus, je dirais deux choses qui sont importantes. La première, c'est le rôle spécial qu'on a déjà en tant que Français, et d'autant plus en tant que leader économique, entrepreneur. C'est ce rôle spécial de l'exemplarité. Ce dont on se rend compte dans les études en sciences cognitives, c'est qu'il y a une vraie demande d'exemplarité sur les sujets de transition écologique, et que les personnes qui ont plus de pouvoir d'action eh bien, sont attendus d'être plus exemplaires et peuvent avoir un effet de rôle modèle de diffusion sur les autres. Et donc oui, peut-être qu'on est les premiers à agir, peut-être que tout le monde ne le fait pas, mais c'est normal quelque part parce qu'on est ceux qui avons le pouvoir de changer les normes, de faire basculer la tendance de l'autre côté. Et donc de prendre à bras le corps cette dimension d'exemplarité, avec bien sûr toutes les difficultés que ça peut comporter, eh bien, est très important. Donc première chose, donc l'exemplarité. Et deuxième chose, c'est d'essayer de multiplier les façons de s'engager. Alors moi, je travaille beaucoup à l'échelle individuelle, moins à l'échelle de l'entreprise, mais tout ça se recoupe. Ou quand on parle de transition écologique, souvent les premières choses qui viennent en tête, c'est alors bon, déjà le recyclage. C'est très important, faites-le recycler, mais ne vous arrêtez pas là. Et puis on va parler d'actes de consommation, la viande, la voiture, l'avion, etc. Évidemment, tout ça, c'est important, mais ce ne sont pas les seules manières de s'engager. De même qu'une entreprise, sa seule manière de s'engager, ce n'est pas uniquement de faire un bilan carbone et de décarboner ses chaînes d'approvisionnement. Il y a aussi tout le volet plus systémique, où en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, on peut essayer d'aller s'engager pour faire évoluer certaines normes, faire évoluer des régulations, fédérer des personnes autour d'un projet. Et en fait, toutes ces façons-là de s'engager, déjà, c'est motivant parce que du coup, on n'est pas tout seul, on est avec d'autres gens, on crée du réseau. Donc ça, il y a une bonne dimension psychologique à ça. Et puis, c'est aussi important d'agir à un niveau plus systémique et de se dire que voilà, en fait, on sort un peu de cette vision du triangle de l'inaction et on se dit qu'on peut être tout à la fois ou qu'on agit sur toutes ces instances en même temps. Merci. Et finalement, là, on a un peu creusé les freins, les difficultés du moment. À l'inverse, qu'est-ce qui peut nous motiver à agir? Donc là, on le touchait du doigt, se mettre en réseau. Qu'est-ce que tu aurais d'autre comme recette? Alors, effectivement, donc, comme cette dimension sociale est très importante, rendre visibles les initiatives positives, eh bien, ça peut avoir un impact important pour plusieurs raisons. Bon, tout d'abord parce qu'on apprend des nouvelles solutions. Aujourd'hui, on est souvent de plus en plus acculturé sur les risques liés aux problèmes écologiques, mais on manque parfois encore de connaissances sur les solutions
qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire à une échelle individuelle ou plus collective? C'est encore un peu abstrait. Et donc, rendre visibles ces solutions, eh bien, ça permet d'informer là-dessus. Et puis, ça permet aussi de rendre visible le fait que de plus en plus de personnes s'engagent et donc donner ce côté de motivation. Une des choses qu'on observe presque systématiquement dans les études, dans les recherches sur la psychologie du climat, c'est que les personnes ont tendance à sous-estimer à quel point leur entourage, ou à une échelle plus grande, leurs concitoyens, sont concernés par les enjeux climatiques. Par exemple, dans une étude récente faite dans une soixantaine de pays dans le monde, eh bien, la vaste majorité des individus étaient prêts à donner 1% de leur revenu annuel pour la transition. Ce qui est pas négligeable, hein. Il y a peu de choses pour lesquelles on est d'accord de donner 1%. Et donc il y avait d'une part cette volonté très très forte de donner, mais par contre quand on posait la question, selon vous, combien de vos concitoyens sont prêts à le faire, eh bien là les gens sous-estimaient systématiquement. Et donc les gens ont envie de le faire, mais pensent que les autres n'ont pas envie de le faire. Et du coup, ils le font pas forcément. Et du coup, on ne le fait pas. On retrouve sur ce qu'on se disait avant. Exactement. On se dit, bon, ben, je suis le seul à vouloir le faire, j'ai pas envie de passer pour une personne bizarre, extrême, etc. Et donc, on ne le fait pas. Et donc, d'aller rendre visible, de faire parler ces personnes qui sont engagées, de montrer, non, non, vous inquiétez pas, vous êtes majoritaire, les gens ont envie de faire ça, eh bien, ça peut permettre de faire une bascule de changement. Finalement, ça me fait penser, il y a Team for the Planet, il y a aussi un certain nombre d'initiatives qui nous incitent à afficher sur les réseaux sociaux qu'on a participé. Ça fait partie du mouvement, finalement. Oui, exactement. Disons que c'est une manière très visible de se rendre compte de voilà, quelles sont les motivations, quelles sont les croyances des individus. On sait très bien, a priori, si on voit que quelqu'un a contribué à Team for the Planet, on se dit, bon, ben voilà, c'est quelqu'un qui est concerné par ces sujets. Ok, et moi aussi, du coup, je peux y aller. C'est un peu Exactement. Enfin, c'est la stratégie, je pense. Nous, chez BPI France, on a créé la communauté du Coq Vert, la communauté qui rassemble des entreprises engagées dans la transition. Sont 3000 aujourd'hui à l'échelle nationale. Cette communauté, l'idée, c'est vraiment de mettre en réseau, de montrer qu'il y a des choses qui sont possibles et de donner une voix pour que les autres voient que les gens avec qui ils travaillent, leurs concurrents peut-être, leurs partenaires, sont engagés dans ce sujet de transition. Et on a pas mal de vidéos qui sont assez courtes, mais qui illustrent les actions portées par l'entreprise. Parce que je crois que tu l'évoquais, quand on change sa chaudière, c'est pas visible pour l'ensemble des personnes. Est-ce que tu as d'autres exemples ou des cas que tu pourrais nous partager d'entreprises ou d'actions qui sont impactantes, mais pour autant sur lesquelles on ne communique pas? Oui, tout à fait. Alors, j'ai en tête déjà ce sur quoi on communique. Si certains sont venus en train aujourd'hui ou prennent parfois le train, eh bien maintenant on a des petites annonces qui nous disent voilà, en ayant fait ce Paris-Lille en train, vous avez choisi la solution la plus écologique, etc. Eh bien ça permet de rendre plus visible un impact qu'on ne voit pas. Effectivement, quand on monte dans un train, eh bien on ne voit pas que ça émet moins de carbone que si on avait pris une voiture. Et de même, quand on monte dans une voiture, eh bien on ne voit pas nécessairement l'impact direct que ça peut avoir sur l'environnement. Et donc ça, évidemment, cette visibilité, ces chaînes causales qui vont faire que d'une action, on va pouvoir comprendre que voilà, la manière dont on a structuré son entreprise, la manière dont on choisit d'investir dans un secteur plutôt qu'un autre, eh bien, tout ça, ça a des conséquences écologiques, mais parfois invisibles. Et donc d'autres initiatives sont par exemple des sortes d'éco-scores internes qui permettent de mieux orienter les décisions, qui permettent de rendre plus visibles les conséquences de ces choix. Et donc, on peut se dire voilà, qu'un directeur d'achat, qu'un responsable de je ne sais quoi, peut développer sa propre échelle interne d'écologie. Échelle de graduation finalement avec des critères. Exactement, un petit peu comme pour prendre un exemple plus connu, un peu comme le Nutri-Score nous donne de l'information sur quels sont les aliments qui sont plus ou moins bons pour la santé. Eh bien, on peut imaginer des éco-scores internes qui vont permettre d'orienter la décision et de rendre plus visibles les conséquences de ces actions. Parce que souvent, ce à quoi on se heurte, c'est même parmi les gens qui ont envie de bien faire, ils n'ont pas forcément l'information disponible pour prendre des choix éclairés. Et donc rendre ces informations plus disponibles, de nouveau, pas que sur les problèmes, mais aussi sur les solutions, eh bien, permet de mieux passer à l'action. C'est le sens de la réglementation aussi sur tout ce qui est produits électroniques. Maintenant, on va avoir un petit indice un petit peu plus parlant, un peu comme le Nutri-Score, ça va dans ce sens-là.
Et une manière de rendre visible du coup, si je rebondis sur l'impact carbone du train, on a quelques-uns de nos clients, enfin en tout cas moi dans l'Ouest francilien, j'ai quelques-uns de mes clients qui ont développé un moteur de calcul pour regarder quelles sont les émissions générées par leurs prestations. Donc ils vont faire le calcul bilan carbone mais dédié sur leur offre ou sur leur service. Ils vont l'afficher sur leur facture en disant bah là cette facture aura généré tant de kilos équivalent CO2. Mais j'en ai même qui vont aller plus loin dans la démarche et qui vont cette fois-ci dire par rapport à un concurrent, ma solution vous aura fait économiser tant parce que vous avez choisi une alternative verte. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant et ça rejoint complètement ce que tu disais, le fait de rendre visible. C'est un effort, on se dit que c'est une petite ligne dans la facture, mais finalement, eux, ils nous disent même que c'est un argument commercial de savoir afficher ça. Oui, bien sûr, et je pense que de plus en plus, c'est un argument. Maintenant, non seulement parce qu'il y a des injonctions écologiques pour les entreprises, mais parce que, de nouveau, il y a une vraie demande d'engagement de la part des clients, des consommateurs, et puis même des dirigeants d'entreprises qui ont envie de verdir leur chaîne de valeur. Et donc arriver à se positionner alors de manière fiable, hein, il faut pas faire de greenwashing, de toute façon ne le faites pas parce que ça va vous retomber dessus, non? Ça va vous retomber dessus, on le sait maintenant. Eh bien, si on objectifie tous ces avantages, eh bien ça peut devenir un vrai argument aussi pour un certain nombre de clients. Une autre chose que je dirais, c'est que parfois, on a peur de s'engager sur ces sujets parce qu'on trouve qu'ils ne font pas forcément consensus, qu'il y a parfois certains débats autour des solutions qui sont les plus désirables, etc. Mais il y a certains sujets qui, eux, sont très consensuels et sur lesquels on peut se positionner directement. Si on reste dans le domaine plutôt climatique, le sujet de l'adaptation est parfois déjà plus compréhensible, c'est un peu plus clair, on voit les conséquences écologiques et on comprend qu'il faut s'en prémunir. Et donc se positionner plutôt sur l'adaptation, dire en quoi son entreprise est résiliente face au dérèglement climatique, ça c'est un vrai argument et qui sait parler à des personnes plutôt financières, plutôt du monde de l'assurance, etc., qui ont l'habitude de s'intéresser aux risques. Donc ça c'est une première chose. Et puis d'autres sujets qui peuvent être plus consensuels, plus parlants, plus impactants, sont des sujets, par exemple, liés à la santé. Tout le monde est préoccupé par sa santé. Tout le monde se dit qu'il faut prendre des actions pour aider sa santé. C'est un argument parfois beaucoup plus consensuel que le climat. Et donc d'aller communiquer sur son engagement, par exemple en termes de santé. On peut le voir ça avec la politique de certaines villes qui ont des impacts climatiques, mais qui ont aussi des impacts de santé. On réduit la pollution pour les citoyens et ça nous permet de limiter le nombre de cancers, d'asthme, etc. Et bien ça peut être plus convaincant. Un autre argument en ce moment qu'on entend, c'est la souveraineté. C'est le même état d'esprit ou c'est autre chose qui le... Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une autre valeur qui va aussi être plus parlante pour certains individus. C'est ces questions de souveraineté. Aujourd'hui, évidemment, les événements géopolitiques font que c'est un sujet qui est très saillant. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien rappeler, c'est de dire... De toute façon, on n'a pas le choix. Il n'y a pas de pétrole et de gaz en France, ou très peu. Donc, dans tous les cas, il faut qu'on invente autre chose. Et qui sont évidemment parfois des arguments d'indépendance énergétique peuvent être plus convaincants. C'est par exemple ce qu'ils ont mis en place au Royaume-Uni, avec une grande campagne pour développer les énergies renouvelables, notamment à petite échelle dans les foyers. Ils ont appelé cette campagne, ils ne l'ont pas appelée Green Britain ou voilà, la transition verte, l'écologie, etc. Ils ont appelé ça Great British Energy et tout leur slogan, c'est sur l'indépendance énergétique de la Grande-Bretagne, le rayonnement de la Grande-Bretagne, etc. Et c'est une campagne qui a plutôt bien fonctionné, qui a permis de convaincre peut-être certains segments de la population qui ne se sentent pas du tout touchés par des questions écologiques. Et parfois, c'est compréhensible parce que leurs avis ne sont pas forcément écoutés sur la transition écologique. Et donc d'aller chercher d'autres sujets qui sont plus engageants, qui sont plus liés à leurs enjeux du quotidien, peut être un véritable levier d'action. Donc finalement, en tant qu'entreprise, quand on communique, c'est intéressant de regarder quelle cible on veut adresser, d'essayer de voir quelles sont les valeurs qui animent cette communauté, ses clients, etc., ou les partenaires, et d'aller plutôt utiliser des verbatims ou le champ lexical qui est lié à ces valeurs-là, finalement, pour que la communication aille dans le bon sens et résonne par rapport à nos attentes, et qu'on évite de se prendre la mauvaise communication là-dessus aussi, quoi.
Voilà, effectivement, il y a donc c'est tout l'enjeu du contenu de la communication, quelles sont les valeurs qu'on va apposer, comment est-ce qu'on va réussir à simplifier un discours pour le rendre accessible, pour le rendre pertinent dans le quotidien de l'individu, du partenaire à qui on s'adresse. Donc ça, c'est le contenu, mais il y a aussi la question de l'émetteur. Évidemment, quelqu'un peut vous dire quelque chose de génial, mais si vous n'avez pas confiance en la personne, ben, ça ne servira à rien. Et donc, il faut que l'émetteur soit aussi quelqu'un qui soit digne de confiance. Et évidemment, chaque personne fait confiance à des émetteurs différents. Peut-être que pour vous, votre source de vérité, c'est, je ne sais pas, un certain média, une certaine figure publique, etc. Mais ça ne veut pas dire que ce sera le cas pour quelqu'un d'autre. Et donc, de comprendre non seulement quelles sont les valeurs, mais quels sont aussi les relais de confiance de chaque cible, de chaque interlocuteur, est aussi important pour arriver à leur parler. Ok. On parlait du coup de communiquer clairement. Les labels sont un bon outil selon toi ou pas pour communiquer là-dessus? Parce qu'il y a des cahiers des charges, ça donne des guidelines et puis il y en a qui parlent. Oui, alors disons que le label en tant qu'outil en soi peut être bien ou moins bien utilisé. C'est de nouveau une question de confiance dans cet outil. Si les parties prenantes ont l'impression que cet outil a été développé d'une manière peut-être collaborative, transparente, on comprend quels sont les objectifs de ces labels, on comprend quelles sont les règles qui ont été prises, bon, ben là, on a de bonnes chances que ça fonctionne. Et peut-être les autres entreprises qui ont eu ce label par rapport à la confiance, à la crédibilité qu'on accorde à d'autres, j'imagine que ça doit peser dans le choix de se lancer. Tout à fait. S'il y a un label écologique qui ensuite est donné à une entreprise extrêmement polluante, eh bien, ça risque fortement d'éroder la confiance qu'on a dans ce label. Mais si au contraire, on fait des labels qui sont très transparents, où on peut reconstituer soi-même la note, où on est capable de comprendre qui est derrière ça, quelles sont leurs motivations, eh bien, ça a plus de chances de fonctionner. Ok. Et autre question, quand on communique clairement sur ses actions, on doit communiquer aussi en interne, finalement, avec les collaborateurs. Alors, on dit que la jeune génération est très engagée, mais ce n'est pas systématique. Moi, j'ai aussi des clients qui me disent j'ai du mal à les embarquer. Alors, les jeunes et les moins jeunes, on va pas taper que sur les jeunes. Mais du coup, comment un dirigeant, selon toi, pourrait essayer d'aller embarquer et communiquer auprès de ses équipes sur cette stratégie-là? Oui, c'est une question qui doit être quotidienne pour beaucoup de personnes ici. Alors j'en profite pour faire une petite note sur le conflit générationnel sur le climat, qui est souvent très surestimé. Il y a la vaste majorité des personnes qui ont plus de 40 ans, plus de 50 ans, plus de 60 ans, croient au changement climatique, pensent qu'il faut faire quelque chose. Il y en a énormément qui sont engagés pour le climat. Et malheureusement, chez les plus jeunes, il y a aussi des climato-sceptiques. Donc oui, il y a un petit effet d'âge dans les sondages. On voit qu'il y a un peu plus de climato-sceptiques chez les personnes plus âgées. C'est surtout concentré chez les personnes de plus de 65 ans. Mais globalement, ce conflit générationnel est un petit peu trop mis en avant et ne représente pas forcément la réalité. Mais donc voilà, maintenant ça c'est dit. Maintenant, comment est-ce qu'on va s'adresser à des personnes? Eh bien, de la même manière qu'on s'adresse à des individus en dehors de l'entreprise, il faut essayer de trouver quelles sont les valeurs qui sont importantes pour cet individu, quels sont les relais de confiance. Et à nouveau, cet objet de ce qu'on évoquait plus tôt, l'exemplarité, c'est très important. Du dirigeant. L'exemplarité, exactement, du dirigeant. Il y a un certain nombre d'études qui montrent que si son discours ne correspond pas à ses actions, eh bien évidemment, on va être moins crédible. Et donc ça, c'est quelque chose avec lequel les dirigeants doivent contenter. C'est une certaine pression qu'ils peuvent avoir et qui parfois peut être désagréable, où leurs actions vont être en permanence scrutées pour voir si elles sont bien cohérentes avec le discours. Et donc quelqu'un qui va promouvoir un discours très engagé écologiquement, mais ne va pas forcément s'engager à un niveau personnel, eh bien, va peut-être être décrédibilisé sur ces questions. Et donc, oui, c'est dur. Ça veut dire qu'il y a un standard qui est plus haut, on va être plus scruté en tant que personne plus publique ou qui prend position. Mais il faut en avoir conscience pour être prêt à y faire face et savoir que son comportement va être plus interrogé que d'autres personnes. Et finalement, une fois qu'on porte l'exemple, finalement, on peut aller plus loin, on peut prendre part dans un groupe, dans une communauté, s'engager pour voir ce que font d'autres, s'inspirer, aller plus loin. Et on a, à l'inverse, des dirigeants parfois qui sont exemplaires, mais qui ont du mal
à se dire « Ok, je suis crédible ». Selon toi, comment on peut aller les convaincre? Je dis moi, mais aussi l'enjeu, c'est que les membres de la communauté, ils aillent aussi convaincre d'autres membres de la communauté et qu'elles grossissent comme ça, par les pairs, parce que vous avez plus de poids, vous, d'en parler à vos homologues que nous, quand on est chargé d'affaires ou chargé de coordination, qu'on vous dit « Mais si, allez-y, vous êtes légitime ». Effectivement, je pense que, de nouveau, n'oubliez pas ce biais qu'on a de sous-estimer l'engagement des autres. Et ça, évidemment, ça peut être un de vos freins. Vous vous dites, oui, oui, moi, je suis engagée, mais je n'ose pas devenir... Je l'entends souvent, hein, ça. Voilà, et dites-vous que vous avez peut-être tort. Vous avez même probablement tort, selon les études. Et donc, peut-être de rendre plus visible, même au sein de la BPI, de rendre plus visible quels sont les vrais chiffres sur les dirigeants qui sont engagés, au moins au sein de ce réseau des coqs verts, ou même dans d'autres réseaux, pour rassurer que voilà, on n'est pas seul. Ça, c'est une première chose. De commencer petit, hein, d'aller chercher des personnes qui sont plus proches, et puis d'aller trouver quels sont des terrains d'entente qui sont de nouveau plus consensuels. C'est un petit peu la règle qu'il y a beaucoup dans toutes les professions qui travaillent justement sur comment changer d'opinion quelqu'un, comment les faire avancer sur quelque chose, c'est ne pas tout demander tout de suite. Et faire preuve d'indulgence envers soi-même aussi, finalement. Même si on est sincère, ça prend du temps. Voilà, déjà, moi je me souviens, il y a plus de 10 ans, j'avais participé à une formation donnée par un individu qui essaie de convaincre sur interdire le port d'armes aux États-Unis. Et il disait, lui, ce qu'il se disait tout le temps dans sa tête, c'est que cette conversation n'était pas la dernière conversation et que c'était pas grave s'il n'avait pas tout dit. Et qu'il faut se dire, voilà, c'est le début, c'est une première conversation, et il vaut mieux avoir une première conversation où on n'a pas tout dit, mais on s'assure qu'il y en aura d'autres conversations derrière, qu'une conversation où on a tout dit, mais il n'y en aura plus jamais parce que vous avez traumatisé la personne en face. Et donc se dire, voilà, on commence, de nouveau, comme la confiance est tellement importante dans la transition écologique, comme c'est la chose dont on a besoin pour se dire qu'on agit tous ensemble, qu'on n'est pas seul, qu'on est vraiment en train de faire des choses, eh bien, il faut essayer de préserver cette confiance, de construire cette confiance les uns avec les autres. Merci. Alors, je terminerai en disant, dites la vérité, c'est le thème de BIG de cette année en octobre, mais osez rendre visible ce que vous faites et en parler autour de vous. Merci. Merci beaucoup, Mélusine. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour...